sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec un expert du design. Après un début de carrière chez PwC, Thibaut Saguez est aujourd'hui DGA, directeur général adjoint, de l'agence de design Saguez & Partners. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator en partenariat avec les éditions Duno. Aujourd'hui, nous allons parler de communication, de design, de marque et du lien que toutes ces notions ont avec l'éthique. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que le design de marque ? C'est une bonne question et d'ailleurs je me dis souvent si c'est la meilleure façon de l'énoncer à un client et à un prospect parce que ça peut être de concepts pas évidents à maîtriser pour un profane et même pour la plupart de nos clients qui sont bien sûr des experts dans leur domaine. Le design, une agence de design de marque, c'est une agence bien sûr experte de la marque sous toutes ses dimensions, mais qui, par rapport à une agence de communication, elle a une approche tout à fait originale qui est celle du designer. Et l'approche du designer, c'est une approche basée sur l'observation, sur l'expérimentation terrain, venant du terrain. Et donc c'est aussi et d'abord se mettre dans les yeux du client de nos clients, de l'utilisateur final. Et un mot extrêmement important, c'est la notion d'usage en fait. Ce qu'on appelle l'expérience client ? Ou est-ce que c'est encore autre chose ? C'est une des bien sûr des dimensions de l'expérience client qui est au cœur en fait de la promesse de la marque, que doit révéler la promesse de la marque. Et en fait, nous, en tant que designers, là aussi par rapport à une agence de communication peut-être, on va bien sûr faire en sorte que cette promesse soit ambitieuse, soit haute, soit avenante, différenciante. Mais finalement, le plus important, c'est pas tant la beauté du geste ou la beauté de la promesse, c'est surtout que cette promesse, elle soit tenue. Et c'est là où aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, notamment, une promesse et une marque, ne peut plus mentir. Ça se retourne contre elle. Aujourd'hui, on est à l'ère des raisons d'être des entreprises qui sont même maintenant inscrites dans la loi et dans les statuts. Et voilà, pas au frontispice des écoles, mais dans les statuts des entreprises. Donc c'est en soi énormément engageant, mais ça peut rester justement très déclaratif. Et une raison d'être révèle beaucoup un quant à soi de l'entreprise et du dirigeant de l'entreprise. Là où ce qu'attendent les collaborateurs et ce qu'attendent aussi le client consommateur et bien sûr et avant tout citoyen, c'est des engagements de l'entreprise, de l'organisation et de la marque in fine. Et c'est pour ça que nous, designers, quand on travaille une plateforme de marque, on amène beaucoup plus le client à réfléchir sur sa raison d'agir en tant qu'organisation, en tant que marque, plutôt que sur sa raison d'être qui englobe, à mon sens, moins de parties prenantes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution sur le fait que les entreprises doivent délivrer par rapport à leurs promesses. Est-ce que ça change votre métier en tant que designer ? Est-ce que ça l'a changé ? Oui, de deux manières. La première, par rapport aux attentes, les attentes en tant que telles me paraissent pas s'être transformées. Par contre, le niveau d'exigence aujourd'hui, il a augmenté. Et notamment d'exigence de transparence vis-à-vis de l'entreprise. On n'achète pas qu'un produit, on achète aussi la façon dont il a été conçu, dans quelle région du monde, quel savoir-faire, est-ce que la propriété intellectuelle a été aussi respectée. Il y a une dimension éthique qui peut parfois être galvaudée. Oui, il y a quand même une tendance au cosmétique, c'est-à-dire une façon de faire l'équivalent du greenwashing en version éthique. Exactement, mais là-dessus, je pense qu'il est de plus en plus difficile de tromper le consommateur et le citoyen, parce que les réseaux sociaux
tout n'est pas bon de ce qui peut ressortir des réseaux sociaux, je suis le premier à le penser, mais malgré tout, c'est une formidable caisse de résonance de tout ce que la marque prétend être et finalement n'atteint pas dans son expérience client. Donc ça, c'est un élément très important, c'est de monter l'exigence. Il y a aussi une volonté aujourd'hui, et je pense que c'est très bien, c'est très important, le consommateur, comme le collaborateur, veut être partie prenante du projet, veut être donner son avis. Alors bien sûr, depuis tout temps existaient les études, mais aujourd'hui nos métiers, et c'est l'essence même du design dans sa méthode, c'est qu'elle soit collaborative, elle part de l'expérience terrain, c'est interroger le ressenti, observer aussi le rapport au produit, mais c'est de plus en plus aussi les solliciter dans la construction des réponses. Ça, c'est une demande qui vient de vos clients et qui vous demande d'intégrer leurs propres clients, ou c'est vous qui amenez cette méthodologie à vos clients? Est-ce que vous êtes aussi conseil là-dessus quelque part? Ou les deux se rejoignent? En tant que designer, on a été précurseur de ce mouvement de fond, puisque ça fait plus de 20 ans effectivement qu'on a cette approche dans les yeux du client de nos clients, de l'utilisateur final du produit ou du service. Mais malgré tout, et c'est une très bonne évolution, il y a une prise en compte du client final de plus en plus forte. Alors bien sûr, elle a toujours existé dans les marchés B2C, mais de plus en plus aussi, le B2B se repense, et la marque se repense dans un modèle plus B2B forci pour le citoyen, pour le consommateur, et donc même des grands groupes industriels aujourd'hui sollicitent des designers. Alors l'exemple du TGV du futur est un exemple intéressant. On avait travaillé avec Alstom et la SNCF sur le design intérieur du TGV du futur. Et l'enjeu était de répondre aux usages des clients. Et on revient souvent à des choses très simples, ça va être la qualité de l'air, de la lumière, les accoudoirs, la taille des accoudoirs, quelle hauteur ils doivent être ajustés, quelle longueur ils doivent avoir, bien sûr la place pour ses jambes, etc. Une dimension de confort, de circulation aussi qui est extrêmement importante. Et puis aussi en n'hésitant pas à pousser, j'allais dire, les ingénieurs dans leur retranchement, à casser les barrières psychologiques et à leur démontrer en fait que parfois l'impossible est possible. Et là, en l'occurrence, c'était pas une nouvelle technologie mondiale, ça existait depuis longtemps au Japon, mais c'est pour la première fois en France, dans le cadre de ce nouveau TGV, le TGV de l'Océane, celui qui relie aujourd'hui notamment Paris à Bordeaux, Paris à Rennes. Vous avez la possibilité en première classe de demander à faire pivoter votre siège à 180 degrés pour être soit dans le sens de la marche, soit face à votre vis-à-vis. Et c'est ça aussi l'apport du design, c'est derrière un énorme travail en termes de recherche, parfois de technologie, mais pour servir un usage qui peut être extrêmement simple, qui est soit la recherche du confort, d'être effectivement dans le sens de la course, entre guillemets, soit justement parce qu'on n'a pas eu la chance, on a pris nos billets au dernier moment et on a son mari, sa femme ou ses enfants dans son dos, justement de pouvoir les retrouver en faisant pivoter ce siège. Alors comment définir la relation entre d'un côté des designers qui veulent bousculer une marque, une entreprise, et l'amener peut-être là où elle n'avait pas pensé pouvoir ou devoir aller, et de l'autre côté des équipes qui sont, à juste titre sans doute, persuadées d'avoir la légitimité, la compétence pour connaître leur métier, les attentes de leurs clients, les mécanismes de fonctionnement de leur propre business model et de leur propre service ou produit. Est-ce que c'est une coexistence, une synergie? Est-ce que c'est une source de conflit? C'est pas une facilité de se faire challenger par un regard extérieur, et pourtant c'est indispensable. C'est exactement la même problématique pour la refonte d'une identité de marque, la refonte d'un positionnement de marque. Bien sûr, il peut être produit de l'intérieur, et il doit partir de l'intérieur et partir aussi de l'histoire, du vécu d'une entreprise. Pour savoir là où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. C'est un b.a.-ba, mais c'est important de le rappeler. Mais là encore, le regard à l'extérieur peut permettre de tout d'un coup identifier une dimension, une caractéristique de l'entreprise qui n'a jamais été vue
aussi clairement jusqu'à maintenant. Un exemple qui me vient bien sûr, c'est la marque Yves Rocher qu'on a accompagnée pendant de longues années et avec laquelle on reste en lien ne serait-ce qu'affectivement. On a en fait on a révélé la marque telle qu'elle était et qu'elle s'était jamais révélée. Et notamment là de manière extrêmement moderne, bien en avance sur son temps, en révélant en fait le cœur de ce métier de récoltant fabricant. Elle avait à l'époque, au tournant des années 2010, une image un peu dépréciative, tellement accessible qu'on lui prétendait être low cost et qualité faible, alors qu'en réalité, c'était toute une chaîne de valeur réalisée par Yves Rocher, avec des produits naturels, très largement naturels, venant essentiellement de Bretagne. C'était sans nous avoir sollicité, peut-être qu'Yves Rocher n'aurait jamais pensé en fait révéler ce qui l'a toujours constitué, son identité bretonne, et puis son cœur de métier de récoltant, fabricant et distributeur. Ces trois dimensions qui ont aussi une valeur refuge pour le consommateur, rassuré de voir un acteur de la cosmétique qui est présent à tous les points de la chaîne de valeur. Donc le choc, la surprise qu'apporte le designer pour faire bouger un petit peu les lignes et mener la marque ailleurs, quelquefois c'est tout simplement la reconnecter avec ses fondamentaux, dont elle était peut-être même plus tellement consciente. Exactement, exactement, et c'est d'ailleurs un des credos de l'agence, c'est souvent un client vient à nous avec un mal qui va appeler l'attractivité ou l'engagement de ses collaborateurs quand il s'agit de sujets de marque employeur, surtout quand il s'agit de repenser les modes de travail par exemple d'une entreprise. Mais il y a souvent un enjeu aussi de lisibilité d'un positionnement dans son écosystème concurrentiel, et puis derrière, et là c'est le regard très terrain du designer, la lisibilité de son offre tout simplement, et là de le croiser par un regard d'expert extérieur, ça permet un éclairage qui finalement par des mots forts, des mots simples, va rendre de nouveau lisible la proposition de valeur aux parties prenantes et d'abord au consommateur, à l'utilisateur final. On enregistre ce podcast alors qu'on sort à peine d'une crise sanitaire majeure, celle du Covid-19. Est-ce qu'il y a un impact de cette crise sur le métier de designer ? Il y a un impact d'abord concret. Malheureusement, c'est d'abord une réalité, surtout pour des agences indépendantes telles que Sagas & Partners. C'est bien sûr une activité au ralenti pendant quelques mois. C'est des carnets de commandes en moins de visibilité. Et forcément, c'est une période qui est difficile en tant que aussi entrepreneur, chef d'entreprise, mais elle doit être féconde justement pour replacer le design au centre du jeu. C'est un élément très important dans lequel on a pris trop de retard, d'intégrer notamment des designers dans des conseils d'administration, dans les organes de gouvernance de grands groupes, pour remettre aussi au centre de la proposition de valeur, dans la réflexion, dans l'offre de produits et de services, cette notion d'usage, et de répondre vraiment aux usages des clients, plutôt que de créer des envies superficielles et qui finalement s'avèrent déceptives. Est-ce que la France est en retard sur ce point ? Est-ce que c'est un tropisme national ? Il y a effectivement un tropisme français là-dessus. J'ai pas observé qu'on était si en retard par rapport au monde anglo-saxon, peut-être un peu plus par rapport à nos voisins allemands et germaniques, d'intégrer des designers justement dans les organes de gouvernance. Mais effectivement, il y a quand même un retard aujourd'hui qu'il faut absolument résoudre. Et on est dans une période aussi où on a
reprioriser les métiers indispensables. Et on s'est tout d'un coup aperçu que effectivement les métiers liés à la santé, à l'éducation, à la chaîne alimentaire, bien sûr à la sécurité, étaient en fait les métiers les plus essentiels à nos sociétés. Et il y a une reconsidération de ces métiers qui est très forte et dont on peut se féliciter. Mais je pense qu'il y a une autre force qui aussi mérite tout autant de considération, c'est justement les designers, parce qu'ils posent la question de l'utilité. Nous, notre slogan depuis plus de 20 ans, c'est « Le design n'est pas là que pour faire joli ». Et c'est pour couper court justement à une vision parfois réductrice qu'on a en France du design. On dit d'un objet qu'il est design, c'est-à-dire qu'il est beau. C'est la forme. C'est la forme. C'est beaucoup la culture du design produit, du design qui vient notamment du secteur automobile, de la coupe racée d'une voiture, alors que le design, avant tout, c'est une méthode et une éthique surtout. Alors, si vous deviez définir ce que c'est que l'éthique du designer ? L'éthique du designer, en réalité, on en parle... j'en parle entre les lignes depuis le début de notre discussion, hein. C'est d'être utile à l'usager final, de ne pas créer un besoin qui soit superflu, mais d'être surtout dans une réponse qui soit opérante, fonctionnelle, et qui rend tout simplement la vie plus facile à l'usager dans son quotidien. Dans le design, il y a la notion de beauté. Le beau aujourd'hui, c'est pas un peu démodé ? Justement, je pense que c'est tout le contraire. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Je pense que le beau est essentiel à la vie. On est des êtres emplis d'affect et d'émotions. Et on a tous besoin du beau pour égayer notre quotidien, pour, j'allais dire même, quelque part donner du sens à la vie. C'est tout sauf la superficialité, le beau. C'est un pas de côté, une façon de voir aussi... la vie de ce qu'elle a de plus beau à offrir. La nature en soi, ce qui est naturel est incroyablement harmonieux et incroyablement beau. Et justement, l'une des missions presque politiques du designer, c'est de rendre le beau accessible à tous, de le rechercher et puis surtout de faire en sorte qu'il soit accessible à tous. J'ai une mission pour un très grand projet... les Jeux Olympiques qu'on avait réalisés il y a 2 ans, nous avait amené à discuter avec pas mal d'élus, d'hommes et de femmes politiques sur ce que devrait être Paris 2024. Et il y avait une valeur très importante et qu'incarnait parfaitement Paris, qui était la valeur de l'esthétisme et du beau, du bon et du beau, d'un certain art de vivre finalement à la française. Et on assumait pleinement ces mots et on les trouvait très forts, et justement avec cet engagement qui soit accessible à tous, et à commencer par le territoire du 93, parce que c'est ça aussi la force de la candidature de Paris 2024, c'est d'en faire un événement à l'échelle du Grand Paris, et notamment avec la Seine-Saint-Denis comme fer de lance. Une élue a rejeté violemment cette notion d'esthétisme, de beauté, parce qu'elle lui donnait une connotation élitiste, peut-être même bourgeoise, sans le dire. Et je pense que c'est tout le contraire. Le beau n'est pas accessible qu'aux gens bien éduqués, etc. On n'a pas besoin d'éducation à l'art, à l'esthétisme, à la forme, à la culture au sens classique et bourgeoise du terme. On n'a pas besoin de tout ça pour être touché par la beauté de ce qui peut être produit. On n'en a pas nécessairement besoin. C'est bien sûr l'éducation au beau peut permettre de donner des codes pour apprécier une œuvre, pour la comprendre, mais la relation à une œuvre, c'est d'abord un ressenti presque instantané. Ça ne devrait pas s'expliquer. Pour beaucoup, ça ne s'explique pas. Puis aussi, le beau, c'est apporter de la considération. Ça, c'est extrêmement important. Et le design peut permettre, quand on travaille par exemple une marque, on la pense beaucoup portée, pour cultiver aussi une fierté d'appartenance pour des collaborateurs, mais aussi quand on parle
par exemple, d'une marque de sport, il faut que les jeunes, notamment, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, soient fiers de la porter, se sentent valorisés. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante qu'on développe aussi quand on pense des espaces de travail. Bien sûr, on pense d'abord fonctionnalité, mode de travail, stratégie de l'entreprise, là où elle veut emmener ses collaborateurs dans une évolution, par exemple, de son management plus horizontale, de favoriser aussi la circulation des idées par la circulation physique. Donc là, c'est toute une réflexion, bien sûr, d'abord sur les modes de travail, mais bien sûr, les lieux doivent être attirants, doivent être une réponse complémentaire, mais très forte au télétravail. C'est finalement donner des raisons objectives aux collaborateurs de continuer de venir dans l'entreprise, dans son lieu de travail, parce qu'il y trouvera des choses, des éléments d'inspiration, un contact avec l'autre, avec ses collègues, irremplaçable. Les designers vont être très sollicités à partir de maintenant pour essayer d'aider les entreprises à réinventer des modes de travail hybrides qui mélangent le télétravail, la présence physique. C'est un chantier finalement gigantesque qui s'ouvre. C'est un chantier gigantesque qui s'ouvre et qui est pas prêt de se terminer. Là aussi, on parlait d'éthique du design. Je pense que le designer, par opposition avec un artiste, est profondément humble, conscient d'abord qu'il sert une commande, qu'il n'est pas là pour délivrer un message au monde, contrairement à un artiste. Et que surtout, une bonne réponse, elle doit être testée, elle doit subir le prototypage. Et on apprend aussi de l'expérience, de l'expérimentation, ça c'est extrêmement... Se confronter au réel, exactement. Et le réel, il est en constante évolution, en mutation. Et surtout, ne pas prodiguer des recettes toutes faites. À une organisation, à une culture d'entreprise, dans un secteur donné, dans un lieu circonscrit, l'utilisation du télétravail et le rapport aussi au lieu de travail, au siège de l'entreprise sera différent. Et donc c'est un juste dosage qu'il va nous falloir encore continuer d'expérimenter aux clients. Et ça n'empêche pas les convictions fortes. La première est bien sûr que le lieu de travail reste indispensable, notamment pour susciter la créativité et maintenir l'engagement fort des équipes dans un projet collectif. Merci Thibaut pour ce point de vue original et très engagé sur un sujet qu'on comprend central, qui est le design. Alors là-dessus, bien sûr, sur le sujet de la marque, sur le sujet de la communication responsable, sur le sujet du design, je vous renvoie évidemment à la toute nouvelle édition du Communicator, qui sera dans les bacs au mois de juin, fin juin 2020, et à son contenu augmenté de vidéos et de podcasts pour creuser certaines dimensions avec des experts. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous rappelle que nous sommes sur Parole de Leader, la plateforme média créée par l'agence Extra Mile et qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. À très bientôt sur paroledeleader.com.